Bonsoir à tous, bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief de l'étape numéro 5 de la Vuelta 2023. Étape qui avait à peu près le même profil que la veille, avec seulement la différence était, je crois, 1000 mètres de dénivelé positif supplémentaire, mais ça n'a pas vraiment changé le scénario. C'était même encore moins passionnant qu'hiver, mais on a eu deux scénarios assez similaires au final, avec une chute dans le final, avec une étape pas très passionnante. C'est juste qu'il y avait moins de monde en échappée aujourd'hui par rapport à la veille. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast Amazon, Deezer, Spotify, Google, Spotify, petite préférence, TikTok, le débrief juste après l'arrivée. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Et on commence tout de suite avec cette étape pour sprinter. J'avais pas trop de doutes ce matin quand je vous ai parlé de cette étape, parce qu'avec une côte qui était très roulante au final, même si elle était longue, elle était très roulante, pas très dure, avec un parcours qui n'incitait pas à partir en échappée, il faut bien le dire, avec un sprint intermédiaire qui est à 10 km de l'arrivée, ça n'incite, enfin un peu moins de 10 km, un peu plus de 10 km de l'arrivée, mais ça n'incitait absolument pas une échappée à sortir. Il y avait un seul classement de la montagne qui était en dernière partie d'étape, un sprint intermédiaire qui était vraiment en fin d'étape. Alors j'aimerais comprendre quand même l'idée de la Vuelta sur les étapes de sprint, de mettre des sprints intermédiaires aussi tard. Je crois que tous les sprints intermédiaires sont vraiment dans les 30 derniers kilomètres cette année sur la Vuelta. Je vois, ça peut être intéressant une fois, deux fois, mais pas tous les jours, parce qu'on se retrouve à avoir pas grand chose sur les premières heures de course, et avoir une course en fait presque ennuyante parce qu'il se passe pas grand chose sur les premières heures de course pour le moment, sur ce début de Vuelta. Il n'y a pas eu des grands mouvements comme on a eu sur le Tour de France, comme on a eu parfois, ou au moins un peu d'animation sur les débuts d'étape sur le Giro. Là c'est vrai qu'on a des débuts d'étape vraiment piano. Alors pour la digestion c'est super, mais ça serait bien qu'on ait un petit truc à se mettre sous la dent en milieu d'étape, surtout que on voit que les sprinteurs veulent pas se donner à fond pour des sprints intermédiaires à 15 bandes de l'arrivée, et c'est tout à fait normal, parce qu'enchaîner deux efforts pour un sprinter c'est compliqué à des distances aussi courtes. Autant si c'était en milieu d'étape ça serait plus facile. Et surtout donc on a des sprints inter avec des bonifications. Ça aurait peut-être été plus intéressant de mettre ces sprints bonifications là proche de l'arrivée et de mettre les sprints inter avec des points en milieu d'étape. Là je trouve que les deux se collent, et c'est pas forcément très intéressant. Bon, sinon sur l'étape, pas grand chose à se mettre sous la dent pour les baroudeurs. On peut saluer quand même Eric Antonio Fagundes, le coureur de la Burgos, le Uruguayen de la Burgos, qui est parti en échappée seul, et je peux vous dire qu'il faut être courageux dans une étape comme ça quand vous partez en échappée seul. Alors il n'a pas eu de chance, et qu'en plus Sepúlveda lui a pris les points du classement de la montagne, ce qui fait que Sepúlveda au classement de la montagne il s'est fait un petit pécule. Il a 21 points désormais, Sepúlveda, contre 10 pour Evenepoel, mais demain il y a une arrivée au sommet, donc le classement pourrait changer. Ça m'a permis comme ça de regarder un petit peu, de parler de Fagundes. Si vous avez regardé sur Eurosport, vous avez eu des informations sur Fagundes, je vais pas revenir dessus, mais de voir un petit peu son palmarès là cette année. Il y a eu des choses intéressantes. Chrono de la première étape du Beras et Serra de Estrella, 4e et 5e sur les championnats panaméricains, vainqueur du championnat du contre-la-montre du Uruguay. Et j'avais vu moi deuxième sur une étape sur le général du Tour of Kinky Lake, donc une course qui a un peu perdu quand même en notoriété, mais qui reste une Pro Series, le Tour de Kinky Lake en Chine, remporté cette année par Mouloubram de la Bardiani, devant Fagundes, Baldaccini, Morgano et Willie Smith de China Glory. Voilà, c'est plus une grande course désormais cette épreuve. Il y a deux Français même qui l'ont fait, c'est De Rossi, Luca De Rossi et Julien Trarieux,
qui sont tous les deux chez China Glory. Toujours soutenu. Il y a toujours dans le staff de China Glory. Il y a Jérôme Coppel et Lionel Marie. Voilà, dans le staff de China Glory, donc qui est une équipe chinoise de Continental. Pour l'instant, pas une... Non, ça marchote pas des masses, hein, mais c'est soutenu par la Chine. Mais voilà, donc sur cette Vuelta, il a pris l'échappée. Je pense qu'il a pris un petit peu de renommée aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'était pas simple, contrat jusqu'en 2024 hein, pour l'Uruguayen. Mais ça fait du bien de voir des mecs d'Amérique du Sud, parce qu'on sait que le cyclisme en Amérique du Sud, il y a pas mal de courses, mais ça n'est pas forcément d'un haut niveau. Ça ressemble presque plus parfois à des kermesses qu'autre chose. Et ça fait du bien de voir voilà, des coureurs qui arrivent en Europe. C'est vrai qu'on a eu les Colombiens, on a eu les Équatoriens, on parlait hier d'Aolar qui est vénézuélien, là on a Fagundes qui est uruguayen. Ça fait du bien d'avoir un petit peu de densité au niveau des pays en Amérique du Sud. Ça participe à cette internationalisation du cyclisme. On peut noter donc Sepulveda aussi qui a pris les points du classement de la montagne, qui a tenté d'animer la course, mais c'est vrai que sinon pour le reste il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent véritablement, à part la chute à 3 km de l'arrivée dont on reparlera peut-être un petit peu plus tard. Note de l'étape, j'ai mis 4 sur 20, bon ça m'a pas passionné, moins qu'encore que la veille. Là c'est bon, voilà. Vous pouviez vous pointer à 20 km de l'arrivée, vous ratez pas grand chose quoi. Et pourtant, j'ai pas regardé tout de suite parce que faut savoir que j'ai monté la vidéo un petit peu tard de présentation aujourd'hui, parce que je l'ai enregistré un petit peu tard. Donc j'ai regardé 55 km et j'ai eu le temps de prendre mon 4 heures et c'était absolument rien passé et c'était très passionnant. Voilà, j'ai pris mon 4 heures une fois qu'ils avaient été repris à 30 bornes de l'arrivée. Il se passait rien. Je savais qu'il y avait peu de chances d'avoir de chute à ce moment-là de la course. Donc, c'était pas passionnant du tout. Mais oui, je prends des goûters, c'est important. Le goûter, c'est la vie. Le gras, c'est la vie. Le goûter, c'est la vie. Allez, on regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou. Oui, pas de bilan des bleus, parce que je n'ai pas beaucoup de bleus à mettre en avant. Alors, il y en aura un là dans cette vidéo. Mais à part celui-là qui sera mis en avant, c'est vrai que Hofstetter, ça a été compliqué. Hofstetter qui rejoint Israël. Info transfert entre deux bâillements qui revient chez Israël. Bon, en plus alors j'ai été assez surpris pour tout vous dire, parce que moi j'avais le souvenir, je croyais, peut-être que j'ai fait une erreur, enfin c'est une erreur peut-être de rumeur ou un truc comme ça, je croyais me rappeler que ça s'était pas hyper bien passé sur la fin. Mais bon, peut-être que je me suis trompé. Mais en même temps, il y a un peu trop de sprinters chez Arkea pour avoir sa place. Mais c'est vrai que quand tu vois chez Total Energy, il y avait peut-être la possibilité pour Hofstetter ou il y avait peut-être d'autres formations. Tiens, Wallonie-Bruxelles, si tu voulais rester en Europe. Enfin, voilà. Il y avait d'autres possibilités. Israël, il faudra faire quand même avec d'autres coureurs aussi. Mais c'est vrai qu'Israël est aussi dans une situation où on a vu les limites de Corbin Strong sur le dernier Tour de France. Bon, du côté des coureurs au top, je commence avec Caden Groves. Pas vraiment de surprise pour Caden Groves. C'est-à-dire que 85% du boulot a été fait sur l'approche du sprint. Voire même peut-être 90% du boulot. C'est-à-dire que il a l'équipe qui est la meilleure armée aujourd'hui. Et on le voit sur les 7-8 derniers kilomètres. Pourtant, il faut le dire qu'ils ont roulé toute la journée du côté d'Alpecin. Sauf que quand tu vois dans les moments importants, ils sont là. Et ils sont là au nombre. Et pourtant, moi j'avais un petit peu j'avais un peu peur. C'est quand j'ai vu la chute à 5 bornes, donc je vois un Alpecin tomber. Déjà au départ, je me dis oh putain, c'est pas passé loin pour Caden Groves. Et je me dis peut-être qu'ils sont désorganisés à ce moment-là. Il manque un élément important dans le train. Peut-être que ça va lui manquer dans le final. Sauf que tu t'aperçois qu'ils arrivent à se régler. Ils laissent passer le coureur de F devant eux. Et quand il faut rouler et être présent, c'est-à-dire avant le dernier virage et dans la ligne droite finale et 700 derniers mètres, c'est là où ils sont présents. Et on sent qu'il y a une maîtrise chez Alpecin quand même du sprint que n'ont pas d'autres équipes. Et pour Caden Groves, voilà, une belle victoire.
Mais quand je dis que 85%, 90% du boulot a été fait par son équipe, c'est que le sprint a été très compliqué pour Groves. Il gagne, mais son sprint a été laborieux. C'est-à-dire que Van Gestel, Ganna, Dainese, il lui rebouffe au moins 25-30 mètres facile. Ils sont tous remontés sur lui. Donc il finit ric-rac avec Ganna. Donc ça montre bien que c'était vraiment limite pour Caden Groves. Mais voilà, belle victoire, deuxième victoire sur cette Vuelta. C'est un coureur qui les accumule sur les grands tours quand même. Hein. On continue avec Filippo Ganna. Il a saisi sa chance. Ganna, après, c'est pas le Ganna du début de saison. C'est pas le Ganna de la première partie de saison. Je pense que Ganna, il avait préparé les championnats du monde de cyclisme sur piste et que sa forme n'était pas forcément toujours parfaite pour Filippo Ganna, surtout là, mais la période un peu plus estivale, on va dire, où c'est un petit peu compliqué. Et on voit qu'au championnat du monde, il a fait quand même une démonstration sur l'épreuve de poursuite. Je vous invite même à revoir cette finale de la poursuite individuelle avec Bingham, où ça se joue à pas grand chose, mais tu sens qu'il était à sa main parce que dès qu'il va en remettre, il en remet. Je pense qu'il a travaillé son finish, Ganna. Parce que quand vous regardez les championnats du monde de poursuite, la course individuelle, il revient à 3 tours de l'arrivée. En 750 mètres, il va reprendre plus de 2 secondes à Bingham. Ce qui n'était pas forcément la manière de courir de Ganna. Ce qui montre qu'il a développé son finish, Ganna, pour finir très fort. On l'a vu aussi, c'était plus forcément le mec qui emmenait les plus gros relais du côté de l'équipe d'Italie par équipe en poursuite. Ça montre que Ganna, il a un peu évolué en termes de coureur. C'est pas la première fois cette année que je le vois tenter le coup sur un sprint, mais aujourd'hui ça a marché. Il était super bien placé. Il a su vraiment bien se placer parce qu'il est dans les bonnes roues. Il a tenté d'anticiper un petit peu, sauf que Caden Groves s'est pas fait avoir. Mais il a vraiment fait un bon sprint, Ganna. C'était vraiment un bon final. Je pense que même il aurait pu rajouter 25-30 mètres à son sprint. Il aurait fallu qu'il anticipe un petit peu plus. Peut-être qu'il aurait pu gêner Caden Groves, le départ de Caden Groves, et ça aurait peut-être pu passer pour Ganna. Mais oui, c'est une belle perf. Et puis ça fait du bien à Ineos, parce que c'est vrai que le début de course n'a pas forcément été idéal pour eux, avec des coureurs qui sont un petit peu en difficulté par rapport au top leader. Donc là, de voir Ganna se battre pour la victoire, ça va peut-être leur donner de la motivation. Mais Ganna, super coureur. Et encore une fois, je pense que c'est aussi il a peu évolué, il a changé sa méthode de travail, parce que quand vous regardez sa poursuite en individuel, c'est assez troublant de le voir comment il accélère vraiment dans le dernier tour, enfin dans les 2-3 derniers tours. Sur les 750-700 derniers mètres, il accélère vraiment violemment, ce qui change vraiment radicalement de rythme, ce qui était un truc qu'il ne faisait pas sur les poursuites. Et pour changer de rythme, quand vous roulez déjà vite, pour changer de rythme, il faut avoir des qualités de finish qui peuvent vous servir sur la route. Van Gestel, alors on m'a dit qu'il fallait dire Van Gestel, parce qu'on m'a dit qu'en belge, en flamand belge, le G ne se dit pas R. Voilà. Donc, grande question par contre, c'est Thomas de Gent ou de Rent. Donc, je pense qu'on doit dire de Gent, vu qu'on m'a dit qu'il fallait dire Van Gestel. On doit dire de Gent peut-être. J'ai oublié de revérifier, mais bon. Pour Van Gestel, super sprint. Il a été chercher son positionnement, Van Gestel. Notamment avec, je crois que c'est Vandenberg. Il joue du coude, mais alors, le long des balustrades, vraiment, il y allait au coude. Parce qu'il n'y avait plus Geoffrey Soupe. Je pense qu'ils se sont perdus avec Geoffrey Soupe, parce que Geoffrey Soupe a tenté le sprint quand même à la fin, je crois, du côté de Total. Oui, il prend la 8e place, donc c'est une double bonne nouvelle pour la Total. Et c'est vrai que Van Gestel, il a vraiment joué des coups dans les 700 derniers mètres, quoi. Il est vraiment il fait sa place, viril, mais correct, comme je le dis, et il a vraiment très bien joué au niveau de son placement, et il fait un super sprint. Je pense qu'il perd un peu
alors, il perd de l'énergie déjà à jouer des coudes, mais surtout, il part balustrade, il est obligé de se décaler un petit peu. Il est un peu enfermé, il est obligé de se décaler, ce qui fait qu'il fait un peu plus de chemin que Ghana et que Caden Grove, et ce qui fait la différence par rapport aux deux. Mais il avait vraiment une super pointe de vitesse, et quand je vous disais qu'avec Van Gestel, on n'est jamais déçu, c'est bien. Et Geoffrey Soupe, top 10. C'est plus longtemps qu'on l'avait. Je pense que c'est à l'époque de la Cofidis où vous faisait des top 10 sur les grands tours Geoffrey Soupe. Parce que ça faisait depuis quelques temps quand même qu'il n'avait pas fait un top résultat sur un grand tour. Là, si je regarde. Déjà, il n'avait pas fait de grand tour depuis 2020. Son dernier grand tour, c'était le Tour de France 2020 où son meilleur résultat, c'était 22e. Et son dernier top 10, c'était le Tour d'Espagne 2014, où il avait pris une 6e place. Et il avait fini, son meilleur résultat sur une étape de grand tour, c'est 3e. C'était lors de sa première participation sur le Giro, et sa seule participation sur le Giro 2012. Mais quand je disais, voilà, top 10, oui, ça faisait quelques années, parce que top 11, enfin 11e, c'était 2015. Et le Tour de France, et 6e, c'était le Tour de France 2016. Donc voilà, ça remontait. Et si on regarde un peu la saison de Geoffrey Soupe, il a fait 2e, non, c'est des Gravel World Series, donc c'est pas sur la route. La Tropicale Amissa Bongo, où il a gagné la première étape et le général. Ouais, c'est pas arrivé tant que ça, hein. Et si je reprends sa saison 2022 sur des grosses courses comme ça, top 10, l'année dernière ça lui était pas arrivé, et en 2021 non plus, donc ça faisait depuis très longtemps. Je regarde là sur un top 10. Il y a eu le Saudi Tour, la première édition en 2020. C'est vraiment pas arrivé souvent chez Total, hein. Chez Direct Energy Total, et même chez Cofidis, ça lui était pas arrivé depuis très longtemps à Geoffrey Soupe, son équipier. Il a vu qu'il n'avait pas pu faire son travail pour Van Gestel, il a été chercher des points. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Total, ils prennent 35 points avec la 8e place de Geoffrey Soupe, 95 points avec Van Gestel. Donc ça fait 130 points aujourd'hui. Donc comme s'ils avaient fini 2e de l'étape. Et c'est important, les bons classements. On le voit sur les places d'honneur, ont beaucoup d'importance désormais dans ces courses. Je termine avec Dainese. Dommage, Dainese, il part de tellement loin, Alberto Dainese. Mais vraiment, il part de super loin parce qu'il n'a pas su se placer du tout correctement. Il bagarre comme un porc avant le dernier rond-point. Mais vraiment, il bagarre comme un taré dans la longue ligne droite là, d'un kilomètre, 1,5 km. Il est obligé de bagarrer comme un taré. Il se retrouve à l'intérieur du virage, et donc je pense qu'il perd beaucoup de vitesse. Il est au moins 15e, 16e, il est au niveau de Vandenberg, hein. Quand il est obligé de faire un premier effort pour remonter, forcément ça lui casse un peu les jambes. Mais regardez, il finit très très fort, Dainese, dans la dernière ligne droite. Donc ça montre que les cannes sont là. Maintenant il va falloir travailler le placement, mais il était un peu seul. Ce qui est un peu récurrent chez DSM de plus savoir emmener les sprints, parce que je rappelle que DSM c'est la Sunweb. Donc à l'époque de Matthews, ça avait encore emmené les sprints. C'était Argos avec Kittel, avec Mesgeck aussi, avec Degenkolb. Donc c'était quand même une équipe qui savait emmener les sprints. C'est plus trop le cas, mais c'est quand même une équipe qui est assez particulière en termes de fonctionnement. Je sais plus c'est quel coureur, j'ai entendu cette info, parce qu'elle m'a semblé complètement dingue. C'est Marco Brenner, voilà. Et ils n'ont pas voulu, enfin, ils l'ont pas emmené, Marco Brenner, sur le Tour d'Espagne, alors qu'il était prévu, parce qu'en fait, Marco Brenner a des douleurs de dos, et il fallait et il a changé, je crois, ses semelles, et comme il n'a pas prévenu le staff qu'il allait changer ses semelles, ça a été très mal pris par la DSM. Mais bon, c'est une équipe qui a un fonctionnement qui est très particulier. C'est bizarre parce que
Romain Bardet a l'air de s'y sentir très bien, mais à des moments, on a l'impression qu'ils font des cacas nerveux pour pas grand-chose chez DSM. Bon, on regarde tout de suite les Van Edan. Premier Van Edan du jour, la Jayco Alula. Quand ça veut pas, la Jayco Alula aujourd'hui. Bon, bah déjà, Philippe Ozana, mot de ventre, abandon. Donc ça, c'est pas top parce que Zana, on connaît les qualités de ce coureur. Et puis, je trouve qu'il a vraiment passé un cap cette année, Philippe Ozana. Voilà, il a été très très bon cette année, notamment sur le Giro. Donc on se disait, avec Dunbar sur la Volta, ça allait être très bien. Et abandon d'Eddie Dunbar. Qui est tombé dans le départ fictif. Alors j'ai l'impression quand même que Eddie Dunbar, il n'était pas dedans dans cette Vuelta parce que sur les derniers jours, il était déjà assez loin au général parce qu'il avait perdu pas mal de temps, notamment c'était le contre-la-montre par équipe qui s'était moyennement passé, mais l'étape d'Andorre et même le lendemain, il avait perdu du temps et il était dans les cassures. Et là, se tomber dans un départ fictif, s'il y a bien des chutes cons, c'est des chutes lors d'un départ fictif. Voilà. Quand la course n'a pas encore démarré, tomber alors que la course n'a pas encore démarré, c'est con du côté de Dunbar. Et c'est dommageable parce que j'aurais bien aimé le revoir là, sur un deuxième grand tour. Je pense que le top 10 était envisageable. Pour Eddie Dunbar parce que c'est vrai que bon il y a les gros Roglic, Evenepoel, Mas, bon voilà, mais après si tu regardes en dehors des 6-7 top grimpeurs, derrière il y a des opportunités parce qu'il y a quand même beaucoup de jeunes, voilà, et c'est vrai que derrière les Ayuso, Mas et tout ça, bon, t'as de la place cette année sur la Vuelta et je pense que Dunbar pouvait encore faire top 10 en faisant une course de qualité, mais ouais, l'impression qu'il avait pas trop la tête à la course. Voilà, quand tu regardes les résultats qu'il a sur les 2-3 derniers jours, là, c'est vrai que c'était pas fou. C'est vrai que c'est une mauvaise journée pour la Jayco parce que 2 abandons en 6e jour de course, t'es 2 leaders en plus presque. Derrière, t'as pas beaucoup d'opportunités maintenant chez Jayco parce que au niveau de ta liste de départ, si on prend la liste de départ de la Jayco, donc c'était Dunbar, Engelhardt, Beret, Hepburn, Mas, Cotson, Sobrero, Zana. On va tenter avec Engelhardt, mais ouais, il y a plus grand chose à se mettre sous la dent, quoi. À part prendre les échappées, ça serait compliqué. Et même dans les échappées, ils n'ont pas forcément la bonne carte. Donc dommage, voilà, pour l'équipe de Jayco, parce que je pense que ça va être un Tour d'Espagne assez compliqué, assez long pour eux désormais, pour l'équipe australienne. Milan Menton, frustrant, tombe à 3 bandes de l'arrivée. Avec Andreas Kron, frustrant parce que quand tu vois le sprint du jour, il y avait la place également pour Milan Menton parce que c'est un bon coureur et que c'est un coureur qui est du niveau d'un Dainese et je pense qu'il était capable de rivaliser aujourd'hui avec un Dainese et un Van Gestel. Et c'est frustrant pour lui, donc déjà pour ça. C'est frustrant en plus parce que je pense qu'il était bien entouré avec Andreas Kron et Andreas Kron pouvait vraiment faire le job pour bien le placer et surtout qu'il était au bon endroit. C'est juste que ça tombe devant lui. Alors on sait très bien, c'est comme en Sicile, les routes espagnoles, dans certains coins d'Espagne comme dans les coins de Sicile, il pleut assez peu, ce qui fait que vous avez une pellicule de gras en fait qui reste sur la route, une pellicule de saleté en fait, tout simplement, qu'on voit en Formule 1. Il y a des circuits en Formule 1 quand ils sont peu utilisés, vous avez énormément de poussière et les circuits se gomment au fur et à mesure. Là c'est un peu pareil, c'est comme si on arrivait sur une piste, ce qu'on appelle une piste sans gomme et avec une adhérence qui est très très précaire. Et c'est vrai que dans les ronds-points ça arrive un peu plus parce que vous chargez l'angle du pneu et l'angle du pneu il n'a pas tant d'adhérence que ça et surtout l'épaisseur en contact avec la route est assez étroit sur le flanc du pneu.
Et donc là, Menton, ouais, bah, il y a le mec qui chute devant lui et il est embarqué dans la chute, il peut rien faire. Bon, c'est dommage pour Menton, surtout que bon, demain ça va être dur. La prochaine opportunité pour les sprinters désormais, il faudra attendre un petit peu. Il faudra attendre. J'ai pas tous les profils là. J'aurais bien aimé avoir tous les profils. On va regarder comme ça. On va les avoir, hein, vous inquiétez pas. All stage profil. Voilà, sur Pro Cycling Stats. Je fais ma petite tambouille. Il faudra attendre samedi avec l'étape de Olivia, où là ça va vraiment être un sprint samedi pour avoir l'opportunité. Samedi, non, vendredi, avec une étape au sprint qui pourrait bien convenir. Ouais. Avant samedi, il n'y aura pas d'opportunité, vu que demain ça sera en bosse. Et après, il faudra attendre Zaragoza. Je pense qu'il n'y aura pas. Ouais, avant le 7 septembre, il n'y aura pas grand-chose. Là, on rentre dans un autre moment de course. Où ça reste une Vuelta, ça reste difficile. Donc c'est vrai que c'est dommage pour Menton parce qu'il a une vraie opportunité de se montrer, surtout quand on voit la situation avec Caleb Ewan et que là pour le moment il n'a pas su trop la saisir. Puis je termine avec Vandenberg, mal placé, donc il lance son sprint, il est déjà trop loin, hein. Il peut rien faire. Quand il lance son sprint, déjà il est enfermé, il est au milieu du peloton et c'est trop tard. C'est dommage parce que chez EF il y a du monde dans les 4 derniers kilomètres. Mais c'est pas bien organisé. C'est-à-dire qu'ils sont pas autour de Vandenberg. T'as un mec qui est devant, t'as un mec qui est genre en 6e, 7e position du peloton et Vandenberg il est 20e. Ça sert à rien de rouler en tête de groupe à ce moment-là si Vandenberg il est aussi loin. Ou soit faut rouler très fort pour étirer le peloton. Mais bon, il fallait faire différemment, je pense, du côté de F. Mais c'est une équipe qui sait pas vraiment emmener les sprints parce que c'est depuis longtemps qu'ils n'ont pas eu vraiment un très gros sprinter. Alors c'est quand même l'équipe qui a eu Tyler Farrar à l'époque de la Garmin. Je rappelle que EF c'est la fusion entre la Cannondale à l'époque de Sagan et de l'équipe Garmin avec Tyler Farrar à l'époque. Et c'est vrai que ça fait quand même depuis quelques années où vous avez plutôt des grimpeurs, des profils grimpeurs punchers que des profils sprinters. Et là on a vu que Vandenberg n'a pas été bien emmené. Mais comme souvent avec EF, alors il y avait que l'heureux Kortinson où ça s'était bien passé sur une Vuelta. Mais c'est vrai que c'est quand même souvent une équipe qui n'emmène pas très bien les sprints. Bon, nous on se retrouve demain 7h pour la présentation de l'étape numéro 6, arrivé au sommet. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter un commentaire, à mettre un pouce bleu. Et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Amérique Production. Ciao ciao.